Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Alors, vous le savez, le milieu des médias qui est frappé par une vague d'incertitude depuis les derniers mois. Simon, Groupe TVA vient de dévoiler ses tout derniers résultats financiers. Ça vient tout juste d'être annoncé et c'est ce qu'il y a entre mes mains, Julie. Il faut dire que l'année, c'est vraiment au reflet de cette situation dans les médias parce que Groupe TVA qui annonce une perte de 47,9 millions de dollars, c'est une augmentation de cette perte de 39 millions si on compare à 2022. Et si on prend le secteur uniquement de la télédiffusion, on parle de perte de 9,3 millions de dollars. C'est une variation aussi défavorable comparativement à l'année 2022. Donc, l'écart se creuse davantage. Pourquoi cette augmentation de la perte? On parle de baisse importante de revenus, jumelée à l'augmentation des coûts en contenu, même si c'est contrebalancé en partie par certaines mesures de réduction des coûts opérationnels chez Groupe TVA. On le sait. Il y a d'ailleurs Pierre-Carl Péladeau qui a mentionné dans ce communiqué que pour le dernier exercice, donc pour l'année 2023, tous les secteurs d'activité ont connu une baisse importante de leurs revenus, ainsi que de leurs revenus nets. Il faut dire que le secteur de la télédiffusion, selon lui, n'échappe pas évidemment à cette lourde tendance du marché, a encore enregistré une perte des revenus publicitaires en 2023, notamment en raison de la multiplication des plateformes de diffusion numérique sur demande, de la concurrence des géants du Web et de la concurrence déloyale de Radio-Canada. Alors voilà, Julie, c'est ce qui vient d'être dévoilé par Groupe TVA. Merci, Simon. Merci. C'est l'ajout des analystes. Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Bonsoir. Voici ce qu'a déclaré plus tôt aujourd'hui le ministre Pierre Fitzgibbon concernant le terrain de l'usine Northvolt. Souvenez-vous d'avoir déjà dit que c'est un site où il y a probablement dans la rivière des poissons à 3 yeux? Oui, je me rappelle très bien. Puis d'ailleurs, c'est pas le jardin d'Éden, ça, là, où Adam et Ève ont croqué la pomme. Là. Ce qui veut dire? Ça veut dire que c'est un terrain qui était contaminé. Bon, alors, sa déclaration sur le fameux poisson à 3 yeux, je ne sais pas si vous avez pensé à l'image des Simpsons. Ça, c'est une déclaration qu'il avait faite en novembre dernier. Alors, le voici. Bref, est-ce que le ministre, je commence avec toi, Paul, fait bien de rappeler que finalement, on ne construit pas l'usine sur le Mont-Royal? Bien, c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que ce qui alimente encore une fois les questions sur Northvolt, là, c'est un autre reportage là, qui laisse entendre qu'il y a eu un deux poids, deux mesures, que les mêmes normes environnementales n'ont pas été appliquées à Northvolt, qu'elle avait été un projet domiciliaire présenté quelques mois avant et qui avait amené l'abandon du projet. On avait refusé le projet domiciliaire. On a oublié de dire dans le reportage que l'emplacement de l'usine n'est pas exactement au même endroit que le projet domiciliaire en question. Mais écoutez, voir le ministre Fitzgibbon y aller d'élan poétique comme ça. Ça rappelle aussi, il faut dire que c'est un projet à dimension biblique et que son péché originel, c'est de ne pas avoir permis, je continue, de pas avoir... Enfin, le fait qu'il n'y ait pas d'audience publique, évidemment, et on le comprend pourquoi, mais le fait qu'il n'y en ait pas, ça prête flanc à tout ce qu'on voit en ce moment. Emmanuel? Parce que le problème, c'est qu'un gouvernement est toujours confronté à un choix coût-bénéfice. Si on décide qu'on ne peut plus toucher à aucun élément de la nature, de l'environnement pour préserver les écosystèmes, bien, on se lance dans un projet de décroissance. La réalité, c'est que pour tout site, où qu'il soit, il va y avoir des arbres qu'on va couper, des espèces dont on va toucher à l'habitat, etc. Et là, c'est la décision, c'est de dire, est-ce que le bénéfice qui est avoir une usine de batterie, un cellulier au Québec, en vaut le coup, qui est de fragiliser un écosystème où il y aurait... on a bougé l'usine pour protéger le petit blongiot, puis là, bien, on va toucher à un endroit où il y a des hirondelles qui sont en déclin. Mais une usine de batterie, c'est pas un projet domiciliaire, ça n'a pas les mêmes retombées économiques. Puis à un moment donné, il faut mettre ces décisions-là en perspective, là. Et on a vu, je ne sais pas si on peut revoir pour Mario, l'image de François Legault qui apporte des fruits, bananes, oranges, qui dit dans le fond, le projet immobilier, on ne peut pas le comparer au projet Northvolt. On ne peut pas comparer des pommes avec des oranges. Es-tu d'accord avec ça, Mario? Oui, c'est une façon humoristique. Je ne sais pas si c'est une façon efficace, là, mais de parler d'erreurs journalistiques qui ont été commises dans des comparaisons boiteuses. Ceci dit, moi, je retiens quand même des derniers jours que
Le gouvernement va devoir trouver... Il n'y aura pas de BAP. Là, on va régler ça. Il n'y aura pas de BAP. C'est une procédure qui est beaucoup trop longue. Ce serait l'équivalent d'abandonner le projet. D'ailleurs, les partis d'opposition à l'Assemblée, c'est la façon qu'ils ont trouvé pour pousser pour l'abandon du projet. Ils demandent des longues procédures qui tueraient le projet. Mais en pouvant dire, nous, on n'est pas nécessairement contre, mais on voudrait le rendre impossible. Mais le gouvernement va devoir se trouver un forum pour répondre aux questions. Exemple, ce fait-là, sincèrement, moi, j'ai suivi ce dossier-là de près, je l'avais même pas pleinement compris que le terrain résidentiel, là, le projet résidentiel, Nordvolt, le milieu humide sensible, ils avaient construit leur usine pour éviter de toucher ce milieu humide-là. Il y a un paquet d'informations que le gouvernement, je pense, devrait se trouver un forum et dire là, on vide les questions, on fournit l'information. Puis d'ailleurs, moi, je vais te dire une chose. Ce matin, Gabriel Nadeau-Dubois, à période des questions, là, ça coltaillait un petit peu, il a dit « Est-ce que le premier ministre, là, on pourrait inviter le président de Nordvolt à venir à l'Assemblée nationale puis répondre aux questions des députés? » Moi, je pense que si j'avais été François Legault, je comprends que là, il y a une tierce personne à qui il faut peut-être demander si ça l'intéresse, M. Serrouti, mais je pense que j'aurais dit oui à ça, moi. Dire, regarde, là, il n'y a pas de gêne, là. Le président de Nordvolt connaît son projet par cœur, il est très compétent. On va vider la question avec les partis d'opposition. Posez-les vos questions, on va le faire avec des cartes, on va le faire. Puis le public va pouvoir voir ce qui se fait. Mais je pense qu'on va devoir trouver un forum pour fournir une information où le public a l'impression présentement qu'il manque des bouts, là. Paul? Oui, je pense que Mario a raison, parce que au niveau de l'opinion publique, il y a un doute qui s'est installé, à tort ou à raison, peu importe. Et puis, ce projet-là qui était extrêmement porteur, et on l'a compris au moment de l'annonce, j'étais là, le gouvernement a mis tous ses œufs dans ce panier-là, en quelque sorte. Et puis là, il y a un devoir de pédagogie et d'explication. Mais Mario, je t'écoutais, puis je me disais, je cherchais le rapport. Pourquoi le premier ministre avait... On ne compare pas des oranges avec des pommes, ça, on comprend ça, mais je ne sais pas ce que la banane venait faire dans ses mains. Sinon que le danger de glisser éventuellement. Ah oui, peut-être, tiens. Projet de loi 31, le logement, donc, sur le logement qui est finalement adopté, on limite la cession de bail. Un propriétaire qui évince un locataire devra le dédommager. Et pour ce qui est des évictions, on renverse maintenant le fardeau de la preuve sur les épaules du propriétaire. Emmanuel, as-tu l'impression que c'est plus équilibré maintenant? Bien, en tout cas, c'est sûr que c'est un projet de loi imparfait. Puis je pense que Mme Duranceau a raté l'occasion d'améliorer le consensus là, en élargissant la fameuse loi Françoise David là, pour les aînés, les protégés. Mais le problème auquel le gouvernement est confronté, c'est qu'il y a tellement eu un crêpage de chignon et une hystérie autour de la cession de bail que ça a comme occulté toutes les mesures hyper intéressantes qu'il y a dans ce projet de loi-là. Comme les mesures pour protéger les locataires contre les évictions, comme les mesures pour empêcher quelqu'un qui loue une construction neuve d'arriver un an après et dire « Hey, salut, je t'augmente ton loyer de 25 ». Il y a plein de mesures de transparence là-dedans. C'est un projet de loi qui est imparfait, mais qui améliore les choses. Puis surtout, le débat le plus important autour de ce projet de loi-là devrait être autour du pouvoir important qu'on a donné aux villes pour mettre la pédale sur l'accélérateur pour construire plus rapidement. Oui, alors qu'on est en pleine crise du logement. En quelques secondes, Mario, es-tu d'accord avec le projet de loi? Bien, oui. Bon, moi, ce qui me concerne, c'est un projet de loi équilibré. Mais on s'en est déjà parlé, le Québec, c'est la tour de Pise, ça penche à gauche. Donc, la ministre Duranceau se fait mettre sur le bûcher comme étant la pire ministre. Pourquoi? Parce qu'elle a aussi écouté les propriétaires. Là. Elle a écouté en partie les propriétaires, en partie les locataires. Elle a fait un projet. Donc, moi, si tu écoutes les deux parties, tu donnes raison aux deux, mais donner raison aux propriétaires au Québec, là, il y a tel-toi, tu as un lobby là, très à gauche. Et là, elle passe vraiment pour une ministre qui est juste là pour les propriétaires. Pourtant, si tu regardes les mesures une à une, il y a des choses, on vient d'en nommer, là, très, très bonnes pour les locataires aussi. Là. Donc, c'est un projet, moi, quand t'en as des deux côtés, c'est ça que j'appelle équilibré. Restez là dans un instant. Québec qui est prêt à se battre jusqu'au bout pour empêcher les enfants des demandeurs d'asile de fréquenter les CPE.